La veille du mariage, le silence régnait dans la maison, comme avant la tempête. Sur la table se trouvait un petit coffret en noyer qui sentait la cire et le laurier, dont les bords étaient usés par les mains des femmes qui se l'étaient transmis de génération en génération. Sur le couvercle, on distinguait à peine un motif de vigne décoloré. Tout le monde savait que l'intérieur contenait ce qui n'était pas considéré comme une dot, des lettres personnelles, un peigne, quelques pièces de monnaie pour les imprévus, un collier de perles de corail. Et pourtant, ce soir-là, la boîte fut l'objet d'une vive dispute. Le marié exigeait la clé, invoquant la coutume familiale. Le notaire, appelé à l'avance par la tante prudente de la mariée, ouvrit le coffret à l'aide d'encre et de cire. À partir de ce moment, la cuisine confortable se transforma en un lieu où le mythe était vérifié sur papier. Bonjour à tous, je suis une voix masculine, attentive aux détails de l'histoire. Écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous écoutez cette analyse et ce que vos familles appelaient coutumes et lois. Il est important pour moi de voir la carte de vos observations. Installez-vous confortablement, servez-vous une tasse de thé chaud ou d'eau et laissez cette histoire devenir un guide calme mais solide à travers les pages troublantes du passé. Bonne écoute. Dans cette histoire, consignée dans le registre notarial d'une ville du nord de la métropole archiépiscopale, au cours du dernier quart du XIVe siècle, il n'y a pas une seule réplique directe, seulement des dates en toutes lettres, des noms, des listes d'objets et des clauses restrictives. Ce n'est pas le sang chaud de quelqu'un qui règne ici, mais l'ordre froid des lignes. La ville se trouve au carrefour des routes commerciales, dépendante du grain provenant du sud et du poisson séché provenant de la côte. Depuis plusieurs années déjà, les tempêtes du Nord frappent les quais et une nouvelle ligne sur les primes d'assurance est apparue dans les statuts de la Guilde des marchands. Dans les pages voisines, on peut lire les droits des veuves sur les boutiques et la manière d'inventorier les biens de ceux qui partent pour des foires lointaines. Ces pages ne sont pas seulement importantes pour le commerce. Elles montrent comment la ville a appris à noter la fine ligne entre le public et le privé. La mariée mentionnée dans cette inscription est une femme adulte, fille d'un tanneur, qui possède ses propres compétences artisanales, confirmées par la mention du chef d'atelier. Elle savait blanchir et polir le cuir fin pour la reliure. C'est un détail extrêmement important. Elle possédait ses propres outils, enregistrés comme lui appartenant, et non comme faisant partie du patrimoine de son père. Le marié est un apprenti issu d'une famille qui se vantait depuis des années d'avoir des règles strictes à la maison. Dans leur maison, on racontait que c'était la coutume. Tout ce qui entrait dans la maison était soumis à l'autorité du chef. On aime répéter ce genre d'histoire lors des mariages, autour des gâteaux et des coupes, mais sur la table du notaire se trouve un autre monde. Du cuir de parchemin séché, des sceaux, des statues, des recueils d'ordonnances municipales sous des couvertures en bois sculpté. Ces dernières années, le bureau de l'archevêque a rappelé à plusieurs reprises que les contrats de mariage doivent distinguer clairement la dot et les biens personnels et que les coffrets contenant des objets de valeur, des bijoux et des lettres appartiennent à la femme, sauf mention contraire dans le contrat. Il ne s'agit pas d'une faveur ou d'une mode, mais d'une réponse à des dizaines de conflits où les biens personnels étaient mélangés aux biens communs et utilisés comme moyen de pression. La famille du marié est venue à la discussion à l'avance et a apporté ses exemples. Ils ont énuméré des histoires où, selon eux, des femmes auraient remis les clés de leur coffret avant la première semaine de vie commune, considérant cela comme un signe de confiance. Le notaire, un homme âgé avec de l'encre sous les ongles, avait à portée de main un recueil des décisions rendues par la cour municipale au cours des dernières décennies. On y trouve plusieurs affaires dans lesquelles des proches ont exigé l'accès aux effets personnels des femmes après la rupture des fiançailles ou après une dispute, sous prétexte d'anciennes coutumes. Dans la plupart des cas, les juges ont séparé les légendes des règles et ont infligé des amendes
à ceux qui tentaient de retirer de force des objets personnels, des coffres et des boîtes. Mais les légendes ont la vie dure. Elles sont pratiques pour ceux qui ont intérêt à brouiller les pistes. Une page à part de cette affaire concerne l'inventaire. Le notaire exige des listes précises. La dot comprend du linge de lit, une coupe en argent, une partie du tissu que le père a acheté à la foire à la fin du printemps, ainsi qu'une part dans la boutique, un quart des recettes, fixées par écrit et confirmées par le sceau du chef. Les effets personnels sont énumérés séparément. Une boîte contenant un peigne en os, un fil de corail, quelques pièces de monnaie provenant des gains de la mariée, une petite icône, des ciseaux, une aiguille en os, 2 rouleaux de parchemin avec des notes sur les commandes et les dépenses. Il convient de noter ici que ces notes sont écrites de sa main et sont considérées comme un document attestant de son travail. Cela peut sembler austère, mais c'est précisément cette austérité qui la protège de l'arbitraire. Lorsque la discussion sur la coutume atteint son paroxysme, le notaire demande de présenter des preuves écrites. La famille du marié apporte 3 témoignages trouvés, selon eux, chez un scribe de leur connaissance. À y regarder de plus près, il s'avère que 2 documents concernent des terres voisines soumises à un autre ordre juridique, où le pouvoir de la famille sur la femme est encore plus fort et où il n'existe pas de tradition de contrats urbains, tandis que le 3e certificat date d'une autre époque, avec une date antérieure d'une dizaine d'années, et concerne la part de la veuve et non les biens personnels de la jeune fille. Les marges de ces documents ne portent pas les cachets du conseil municipal, ni les mentions des notaires de cette curie. Ces documents ressemblent à des feuilles contenant des instructions privées, souvent recopiées et retranscrites dans les foyers, mais du point de vue des pratiques urbaines, ils sont vides de sens. C'est la première fissure dans un mythe qui semblait depuis longtemps monolithique. Pendant que les parties se disputent, 2 membres de la guilde artisanale des relieurs entrent dans la pièce. Ils ne sont pas venus à la demande de la famille, mais par devoir. Ces dernières années, la guilde a pris le rôle de témoin dans les litiges liés au travail. Leur tâche consiste à confirmer que les outils et les registres de travail ne sont pas des ornements ou des caprices de femmes, mais font partie du savoir-faire dont dépend leur gagne-pain. Ils vérifient les ciseaux, examinent l'aiguille à coudre, le dé à coudre en cuir, lisent les registres des commandes pour 2 chancelleries et une bibliothèque monastique. Ces personnes ne sont pas enclines à la grande style. Elles s'intéressent aux dimensions, à la quantité, à l'état et surtout à l'origine. Elles confirment que les objets ont été achetés et utilisés par la femme elle-même pour son travail et qu'ils ne lui ont pas été offerts en cadeau pour être exposés lors de son mariage. Cela signifie qu'elle apporte non seulement une dot dans son foyer conjugal, mais aussi son autonomie professionnelle. Et c'est précisément son coffret qui est un contenant non seulement sentimental, mais aussi important pour sa survie. Il contient également des notes sur les paiements et les débiteurs qui peuvent être utiles si l'un des clients décide de ne pas payer. La curie municipale a déjà été confrontée à des cas similaires et le recueil des ordonnances de ces dernières années contient une clause spéciale. Les objets de valeur personnelle et les notes professionnelles, conservées dans de petits coffrets, ne peuvent être automatiquement appropriés par le conjoint. Il y est également indiqué que toute intervention sans le consentement du propriétaire est considérée comme une violation de la tranquillité du domicile et peut être punie d'une amende. Cette amende varie d'un quartier à l'autre, car chaque quartier a pris à son époque des mesures distinctes contre les perquisitions nocturnes pratiquées par certaines familles qui se considéraient au-dessus du droit municipal. Si l'on en croit les registres des amendes, ces interventions s'accompagnaient souvent de violences domestiques et d'humiliations. Ces détails ne sont pas décrits en détail dans les documents, qui se contentent de mentionner les ecchymoses, les serrures cassées et les voisins en larmes qui ont entendu du bruit. La ville n'aimait pas écrire sur la douleur,
mais elle consignait les traces qui permettaient de déterminer le montant de la sanction. Une chose est importante ici, la boîte n'est pas un symbole de secret romantique, mais une limite à ne pas franchir par habitude. La famille du fiancé, ne voulant pas céder, tente de transformer le différend en une question d'honneur et de réputation. Elle affirme que le refus de remettre la clé serait perçu comme un manque de confiance et gâcherait les relations entre les deux familles. Dans une ville où les rumeurs circulent plus vite que les charrettes marchandes, la peur de la réputation est plus forte que beaucoup de lois. Mais le notaire connaît des moyens d'apaiser cette crainte. Il propose un langage de clauses restrictives. Le notaire ouvre la feuille sur laquelle le texte du contrat est déjà rédigé et ajoute les lignes suivantes. Le coffret personnel reste à la disposition exclusive de l'épouse. Son contenu ne peut être consulté qu'avec son consentement écrit en présence de témoins. En cas de tentative d'ouverture sans consentement, une amende fixée par le règlement trimestriel sera versée au Trésor public avec une compensation supplémentaire pour la femme. Il ne s'agit pas d'une leçon de morale, mais d'un mécanisme administratif. Il repose sur le fait que la ville déteste par-dessus tout les initiatives individuelles qui sont source d'instabilité générale. Pendant que l'encre sèche, une autre forme de pression, rarement mentionnée dans les manuels, est révélée. Dans le livre des amendes voisins, on trouve des cas où la coutume de la famille était utilisée pour confisquer les pièces de monnaie personnelles et les petits bijoux des femmes pendant les premières semaines de leur mariage. Cet argent servait à rembourser les dettes des mariés ou à financer des transactions risquées, et plus tard, en cas de divorce ou de décès du mari, il n'était que partiellement restitué aux femmes, voire pas du tout. Les autorités municipales y voyaient non seulement un problème familial, mais aussi un problème financier. La fuite des petites économies affaiblissait la capacité des familles à faire face aux mauvaises récoltes et aux maladies. L'une des décisions du Conseil indique que l'habitude d'exiger l'accès au coffret compromet la stabilité des ménages en hiver. C'est une raison sérieuse d'intervenir. Les chiffres y sont également indiqués en toutes lettres. Après une série de décrets, le nombre de plaintes a diminué en 3 ans, tandis que le nombre de cas où les femmes ont apporté leurs pièces en gage pour les besoins communs a, au contraire, augmenté, et cela a été fait avec leur consentement et avec enregistrement. Ce qui semble être une affaire privée est en fait l'architecture économique de la ville. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette architecture. Dans le même quartier où se déroule notre débat, vivent 2 familles qui continuent à dire à leurs enfants que le pouvoir du mari sur les biens de sa femme est ancré depuis des temps immémoriaux. Dans les conversations, cela s'accompagne souvent de références à des sermons et à des livres épais que personne n'ouvre. Lorsque l'une de ces familles a tenté de s'appuyer sur ces paroles devant le tribunal, il s'est avéré que les sermons parlaient de moralité et de pureté, mais pas de clés et de serrures, et que les livres épais traitaient de l'héritage et de la gestion des terres, mais pas des coffres personnels. Une fois de plus, le papier s'oppose au mythe. Ici, pas besoin d'héroïsme, il suffit de lire attentivement. Les notaires, ces hommes discrets aux doigts calleux et aux yeux rougis par la fumée des bougies, transforment cette lecture en pouvoir. Revenons à la table où l'encre sèche. La cloche de l'office du soir sonne, et à travers le verre fin de la fenêtre, on entend les gens qui attendent les nouvelles discuter calmement sur la place. Il semble que le litige soit devenu un spectacle public. Les voisins étrangers observent toujours volontiers les frontières étrangères. Mais la véritable frontière se trouve sur le papier. Le notaire ajoute au contrat une autre clause, née des affaires complexes de ces dernières années. En cas de maladie des 2 époux ou de décès de l'un d'eux, la clé du coffret n'est pas remise aux parents du mari, mais à une femme tutrice désignée à l'avance par le contrat lui-même, par exemple la tante de la mariée ou sa sœur aînée. Cette règle est apparue après les épidémies de peste, lorsque, après des décès soudains, les proches se précipitaient dans les maisons et pillaient tout ce qu'ils pouvaient,
sous prétexte d'un bien imaginaire. La ville a tiré les leçons de ces années. Le chaos détruit la confiance entre les quartiers, et donc le commerce, et donc les finances publiques. Ainsi, même une petite clé, confiée à une femme tutrice spécifique, devient un rouage de l'ordre général. La famille du fiancé, voyant le contrat se remplir de clauses strictes, menace de rompre les fiançailles. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Une rupture porterait atteinte à la réputation de la fiancée, même si celle-ci reste formellement irréprochable. Dans une ville où la survie dépend d'un réseau de confiance, les gens évitent de travailler avec ceux dont les projets matrimoniaux ont échoué, craignant des conflits cachés et des dettes. Mais dans ce cas, le notaire et le conseil ont également un outil à leur disposition. Il y a quelques années, une liste de conditions a été établie, selon lesquelles une rupture pour cause de désaccord avec les clauses légales n'entraîne pas de déshonneur. Cette liste est affichée à la mairie sur un tableau en bois, à côté des mesures de longueur et de poids, afin que tout le monde puisse la lire. Le refus d'une femme de remettre ses effets personnels n'est pas considéré comme un manque de respect, et toute tentative de pression de la part du fiancé est un argument contre sa fiabilité. La ville n'est pas toujours à l'affût des rumeurs, mais elle essaie. Au moment où notre contrat était en cours de rédaction, à l'autre bout de la ville, un infirmier travaillait à la demande de la curie pour recueillir des statistiques sur les blessures liées aux perquisitions domestiques et aux coutumes. Ces notes sont sévères. Il note les ecchymoses, les écorchures, les crises de nerfs, l'insomnie, et à côté, le mot sec « intervention », en indiquant s'il y avait des témoins. Ces pages ne sont pas pour les âmes sensibles, mais elles ne se lisent pas pour l'horreur, mais pour comprendre comment la douleur se transforme en norme papier. Chaque ligne est une petite brique dans le mur qui doit arrêter la prochaine vague. Pour parler franchement, l'abus de pouvoir dans les affaires familiales existait, et les conséquences pour les femmes et leurs proches étaient lourdes. Perte d'économie, peur, perte de contrôle sur sa vie privée. La ville a choisi la tactique de l'étouffement lent de ces pratiques par le biais d'amendes, de clauses restrictives, d'enregistrements systématiques et de listes publiques. Tout le monde ne comprend pas la puissance des listes tant qu'il n'a pas vu son propre nom au bas de la page avec le tarif. À la tombée de la nuit, le notaire propose aux parties une assurance supplémentaire, une feuille séparée sur laquelle les deux familles s'engagent à respecter les limites afin d'éviter les visites surprises après le dîner. Cette feuille sera conservée au bureau et en cas de violation, le sergent de quartier a le droit de se présenter et d'apposer un sceau sur les coffres jusqu'à l'enquête. Le sergent n'est pas un héros de ballade, mais c'est lui qui décidera si le cadenas sera brisé ou non. Il faut comprendre que ces mesures ne sont pas nées de rien. Des rumeurs circulaient dans les quartiers au sujet de contrôles nocturnes, lors desquels un groupe de parents, sous prétexte de s'occuper de la maison, sortait les coffres personnels dans la salle commune pour les compter et les mettre en ordre. Les résultats de ces contrôles s'avéraient souvent défavorables à la maîtresse de maison. Dans de rares cas, les prêtres intervenaient pour rappeler les responsabilités de chacun. Mais le plus souvent, la situation restait dans une zone floue entre la peur et le silence. La ville, comme un organisme, ne supporte pas les inflammations prolongées et préfère donc encadrer le problème par des normes jusqu'à ce qu'il devienne trop pesant. Le rebondissement discret de cette histoire réside dans le fait que le bienfaiteur inattendu de la mariée n'est ni un parent ni un ecclésiastique, mais le doyen de la guilde qui, ayant pris connaissance du litige, décide de se porter garant de ses registres professionnels. Il apporte au bureau un extrait des statuts de la guilde qui stipule que les carnets de commandes détenus par les artisans et artisanes sont considérés comme faisant partie des documents administratifs de la guilde et ne peuvent être saisis sans l'autorisation du doyen. Il ne s'agit pas d'une simple formalité. Si le fiancé ou ses proches tentent de récupérer les livres,
Ils ne seront plus confrontés à une plainte privée, mais à un litige corporatif susceptible de leur fermer l'accès au marché. Ainsi, le coffret personnel bénéficie d'une protection supplémentaire. Non seulement le contrat de mariage, mais aussi la discipline de la guilde. La ville sait renforcer les maillons faibles à plusieurs niveaux. Pendant ce temps, la famille du marié tente de faire revivre le mythe en racontant l'histoire d'une arrière-grand-mère qui aurait rendu la clé et vécu une longue vie dans l'harmonie. Mais le registre notarié répond au mythe par des statistiques. De temps à autre, le greffier ressort les anciens dossiers et rédige de brèves notes. Là où le privé se confondait sans réserve avec le commun, les litiges successoraux étaient plus fréquents, car il était impossible de distinguer ce qui appartenait à la femme de ce qui appartenait à la maison. On y trouvait aussi plus souvent des mentions de vente secrète de bijoux, dont la femme n'était informée qu'après coup. Ces notes sont posées sur la table à côté du coffret et nous font voir le trou de la serrure sous un autre angle. Il devient le symbole de la maîtrise des risques et non plus de la fermeture. Il existe une autre dimension contextuelle, invisible dans les conversations familiales, mais clairement perceptible dans les registres municipaux. Après les dernières épidémies, les autorités ont renforcé les règles relatives au stockage des effets personnels dans les maisons, en particulier ceux liés à l'hygiène et aux soins. Les coffrets contenaient souvent des pommades médicinales, des bandages en tissu, des aiguilles et du fil pour soigner les blessures, ainsi que de petites fioles contenant des teintures. Lors des épidémies, ce sont souvent les femmes qui devenaient les gardiennes de ces trousses. Toucher à leur coffret signifiait interférer avec la préparation de la famille à la maladie. C'est pourquoi les nouvelles ordonnances contiennent une clause qui peut sembler étrange à première vue concernant l'inviolabilité des petits coffrets contenant des articles de soins. Cela peut sembler insignifiant, mais dans la logique urbaine, c'est un moyen de prévenir la panique et les décès inutiles. Quand on sait qu'on a la pommade nécessaire sur l'étagère, on court moins vite à la boutique et on ramène moins de rumeurs à la maison. En résumé, la première partie de cette affaire ne montre pas la victoire éclatante d'un camp sur l'autre, mais le travail acharné de la forme contre le contenu imaginaire. La coutume de la famille, que l'on aime citer comme une vérité éternelle, se révèle souvent, dans des pièces concrètes, être un ensemble d'histoires commodes, recueillies dans les terres voisines et dans de vieux parchemins sans sceau. Le document, au contraire, est modeste et silencieux. Il respire la poussière, mais il tient bon. Le coffret reste sur la table, la clé dans la main d'une femme adulte, la plume entre les doigts du notaire, et à côté, 2 témoins de la guilde, prêts à signer que le privé n'est pas une futilité ni un caprice, mais le fondement de la stabilité. Dans de tels cas, la ville ressemble à un grand mécanisme avec des ressorts et des engrenages. Si l'on retire une petite goupille, tout se met à craquer. C'est pourquoi elle protège les goupilles. Pendant que nous finissons de lire cette page, l'encre a déjà séché et le cachet est apposé. Il reste quelques lignes à lire. Sur les amendes, les possibilités d'appel, la procédure de conservation des doubles des clés chez une personne de confiance. Ces lignes ne chanteront pas, mais elles constituent la chanson de la ville sur la liberté dans les petites choses. Et si demain, sur la place, quelqu'un raconte à nouveau l'histoire selon laquelle tout ce qui se trouve dans la maison d'un homme lui appartient, il vaut mieux se rendre non pas sur le banc avec les hurleurs, mais au bureau où de gros livres expliquent en termes simples « Ce qui est à vous vous appartient tant que cela est consigné, certifié et protégé par vos voisins. » L'histoire n'aime pas les vides. Là où se trouvait autrefois l'ombre effrayante de la coutume, il y a maintenant un tableau clair, la dot ici, les effets personnels là, accès uniquement avec consentement, violation sanctionnée par une amende. Et plus ce tableau est clair, moins il y aura de cris la nuit, et plus le premier matin après le mariage sera calme. Le lendemain matin, le contrat était toujours sous presse au bureau,
ce qui signifiait que la machine municipale n'avait pas terminé son travail. Le domestique notait à la hâte dans les marges de nouvelles références aux ordonnances, comme s'il reliait tout un réseau à une seule feuille. Il a ajouté une note dans la marge concernant le règlement trimestriel où, il y a plusieurs années déjà, la responsabilité pour les tentatives d'ouverture de coffrets personnels sans le consentement de la propriétaire avait été précisée. Le montant de l'amende était également indiqué en toutes lettres, ainsi que la procédure de transfert de l'argent au trésor public. Les lignes sèches s'alignaient en un cadre dense dans lequel il était difficile d'insérer une légende étrangère. Dans la pièce voisine, le doyen de la guilde des relieurs attendait en se frottant les mains et jetait de temps en temps un coup d'œil vers la porte derrière laquelle glissait silencieusement l'ombre du scribe, signe que de nouveaux papiers pouvaient être déposés sur la table. La ville n'aimait pas la précipitation, mais elle ne supportait pas non plus les affaires en suspens. Si l'on laissait un vide, il était immédiatement comblé par le mythe. Vers midi, 2 représentants du conseil de quartier se présentèrent. Ils n'étaient pas là pour faire joli. Ces dernières années, depuis que de nouvelles vagues de maladies et de famine avaient balayé la ville, les conseils de quartier avaient obtenu le droit de participer à la consolidation des normes de vie quotidienne dont dépendait la stabilité des cours. Là où les serrures étaient renforcées et les effets personnels volés, les affrontements étaient là le plus fréquents, et ces affrontements se traduisaient non seulement par des bleus, mais aussi par la propagation de rumeurs qui divisaient les quartiers en factions rivales. Les conseillers sont arrivés avec un registre des infractions commises au cours des derniers hivers, et ce registre montrait que la même formule se répétait: intrusion dans un coffre personnel sous le couvert d'une coutume. En face du nom du fiancé figurait une ancienne mention de sanction datant de plusieurs années pour avoir fouillé le coffre de sa cousine pendant la nuit sous prétexte de le mettre en ordre. À l'époque, les parents avaient étouffé l'affaire en versant une compensation et en promettant que cela ne se reproduirait plus. Cette ligne n'était pas criarde, elle ne sautait pas aux yeux, mais maintenant, jointe au dossier matrimonial, elle devenait une pierre qui changeait l'équilibre des poids. La famille du fiancé, voyant cette vieille mention, tenta de ramener la conversation vers les paraboles habituelles sur la dignité du chef de famille. Mais ces dernières années, la chancellerie municipale avait appris à opposer des chaînes aux paraboles. Le serviteur ouvrit le livre des décisions du tribunal ecclésiastique, qui traitait les litiges familiaux dans ces régions, et trouva des prescriptions écrites en toutes lettres, dans lesquelles le défunt archevêque, qui avait survécu à 2 hivers rigoureux et à un automne épidémique, exigeait que l'on tienne compte des petits biens des épouses, en particulier ceux liés à leur travail et à leur santé. Il ne s'agissait pas d'une maxime chrétienne sur la compassion. C'était une conclusion administrative. Si l'on sape l'autonomie de ceux qui s'occupent des tâches ménagères et conservent les objets de soins, la mortalité augmente, le nombre de réfugiés dans les cours voisines augmente, les demandes d'aide se multiplient. La ville est un organisme collectif et ses administrations n'hésitaient pas à le dire sans détour. Entre-temps, le doyen de la guilde apporta une autre feuille, un extrait du procès-verbal de l'atelier, adopté après une affaire controversée dans une ville voisine. Là-bas, sous le règne d'un gouverneur sévère, l'un des maîtres artisans avait tenté, le soir de ses noces, d'emporter les carnets de commandes appartenant à sa femme relieuse et de les déclarer biens communs du foyer. Cela s'était soldé par la suspension de la livraison de cuir et de fils à son quartier par toute la guilde, et les marchands de papier voisins avaient refusé de travailler avec ses proches. Au final, la famille a non seulement perdu ses revenus, mais a également failli voir sa maison vendue. De telles histoires se sont répandues sans chanson ni légende, car elles étaient utiles en elles-mêmes comme avertissement discret. La discipline corporative dans l'artisanat peut réparer ce que les légendes familiales détruisent avec plaisir. La menace d'une rupture de fiançailles planait dans l'air comme une lourde humidité.
Pour une femme adulte qui s'était déjà fait un nom dans le métier, la rupture ne signifiait pas la fin de son destin personnel, mais un trou béant dans le tissu de sa réputation. Dans une ville où les clients choisissent non seulement la technique, mais aussi la fiabilité, la rumeur d'un mariage annulé se transformait souvent en accusation indirecte, comme si derrière le mariage manqué se cachaient des dettes ou de la désobéissance. Cette mesure invisible de la honte, qui se propage plus vite que les messagers, ne pouvait être effacée d'un simple trait de plume. Mais il y a quelques hivers, après une affaire très médiatisée, lorsqu'une famille a tenté de punir une femme qui refusait de rendre la clé, le conseil municipal a affiché sur le tableau d'affichage de la mairie une liste des conditions d'un refus honorable. Il y était écrit clairement et sans poésie que le désaccord avec la violation des ordonnances ne pouvait être considéré comme honteux et que la pression exercée sur une femme à cause de ses biens personnels était, au contraire, une raison de douter de la honnêteté du fiancé. Le tableau était accroché à côté des règles graduées et des poids, afin que tout le monde comprenne bien qu'il s'agissait là aussi d'une mesure, qu'il fallait retenir comme on retient le poids d'une livre ou la longueur d'un coude. Le serviteur recopia soigneusement la référence à cette liste de conditions dans les champs du contrat de mariage, afin que personne ne soit tenté d'interpréter le silence comme un consentement. Pendant que l'encre séchait sur le papier, le médecin, celui-là même qui tenait le registre des blessures et des évanouissements dans les quartiers, entra dans le bureau. Il avait été appelé en tant qu'expert, non pas sur le thème du corps, mais sur celui des limites. Plusieurs années d'observation lui avaient appris à reconnaître comment une petite contrainte dans une pièce pouvait se transformer en une grande maladie dans la rue. Il exposa brièvement et sans fioritures à la curie ce qu'il avait noté dans ses journaux. Là où on confisquait aux femmes leurs coffrets et leurs boîtes à bijoux, l'anxiété augmentait, la discipline des soins aux malades diminuait, les systèmes d'entraide se brisaient, et en fin de compte, les plaintes concernant les cris nocturnes augmentaient, à cause desquelles les enfants des voisins, déjà adultes, perdaient leur capacité de travail pendant plusieurs jours. La curie ne cherchait pas d'allégorie morale, elle avait besoin d'un argument administratif, et le médecin l'a fourni. Les références à son journal ont été ajoutées à l'extrait de la guilde, et le mur de papier est devenu plus épais. À ce moment-là, un autre revirement s'est produit, discret, mais qui a changé l'équilibre des forces. Un scribe de la confrérie des marchands est venu au bureau et a apporté un rouleau contenant la liste des personnes de confiance chargées de conserver les clés et les copies des sceaux. Il y a quelques saisons, lorsque la ville fut soupçonnée de falsification de sceaux, la confrérie décida que les copies des clés des coffres et des coffrets personnels, si elles étaient conservées hors du domicile, ne devaient pas être confiées aux parents du mari ni aux amis du père, mais à des tuteurs extérieurs à la famille, choisis parmi les veuves respectées ou les maîtresses artisanes âgées. Cette décision est née des cendres de plusieurs affaires où la confiance au sein d'une même famille s'est transformée en accès secret aux parchemins et aux pièces de monnaie d'autrui. Désormais, jointe au contrat de mariage, l'extrait de la confrérie transformait le coffret personnel en un élément de l'infrastructure urbaine et non plus en un risque familial. Une copie de la clé devait être remise à la tante de la mariée, officiellement enregistrée comme garante auprès du bureau de la confrérie, avec une mention du lieu de stockage, afin que le sergent de quartier puisse, en cas de plainte, trouver rapidement et sceller le coffret jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. La famille du marié s'y opposait, s'accrochant au signe de l'ancienne grandeur, le sceau familial, la bague de famille, les récits des ancêtres qui avaient servi dans la garde armée du gouverneur. Mais ces symboles avaient un défaut. Ils étaient difficilement lisibles dans le registre des amendes. La chancellerie a ressorti une affaire vieille de plusieurs décennies, dans laquelle le grand-oncle du futur marié avait déjà été inscrit sur la liste des contrevenants
pour avoir imposé l'ordre dans la maison de sa belle-sœur, et bien que le nom de famille fût respecté, la ligne concernant l'amende pesait comme un boulet. Plus on tirait de fil de ce genre des archives, plus le mot « coutume » perdait de son sens. Il se transformait en un murmure de contes, faciles à raconter dans une salle de fête, mais impossibles à consacrer par un sceau officiel. Il est rapidement devenu évident que le débat se déplaçait de la cuisine de la veille au soir vers le domaine des parts et des régimes juridiques. Le notaire a ajouté au texte du contrat une clause sur les régimes de propriété distingués dans la ville, que la dot est un bien apporté dans le foyer et pris en compte dans l'économie commune sous le contrôle de 2 témoins, que les effets personnels sont des objets qui ne peuvent être mélangés, en particulier s'ils sont liés à l'artisanat, à la santé et à la mémoire, que la part commune est constituée des acquisitions réalisées pendant le mariage et comptabilisées dans le livre des revenus. En réalité, ces distinctions ont permis d'éviter de nombreuses querelles mineures. Lorsque les objets ont un statut, les sentiments ont moins de raisons de se transformer en armes. La curie le savait non pas par les livres, mais par la routine, par le fait que l'on frappait à sa porte à la fin de chaque semaine, lorsque les charrettes marchandes avaient n'en fini de décharger et que les voies étaient mais fatiguées. La famille du fiancé fit une nouvelle tentative. Elle envoya un garçon chez un clerc de sa connaissance, dans l'espoir d'obtenir une lettre contenant des mots généraux sur l'obéissance de la femme à son mari. À d'autres époques, de telles lettres flottaient au vent comme des avant-postes. Mais désormais, la curie, éduquée par de vives disputes avec l'évêché voisin, exigeait de faire la distinction entre les enseignements moraux et les normes juridiques. La lettre était courte, sans cachet du tribunal, et ne contenait pas un mot sur les clés, les serrures et les coffres. Elle fut posée sur le bord de la table comme un exemple de papier qui sonne bien, mais qui n'a aucun effet. Pour équilibrer, le scribe apporta un résumé de la réunion des prédicateurs de la ville, où l'un des messages rappelait que « la maison repose sur la confiance ». Le résumé s'avéra utile sous un aspect inattendu. La confiance y était comprise comme une réciprocité et non comme une remise unilatérale des clés. Cette idée subtile a été intégrée dans le texte du contrat de mariage sous la forme d'une phrase claire sur l'accès bilatéral au coffre commun avec le consentement des 2 parties, mais pas au coffret personnel. Ainsi, la morale est devenue prudemment l'allié de la norme. Au milieu de la journée, un homme inattendu est entré dans le bureau. Le percepteur de l'impôt foncier municipal. Il a apporté un relevé des dettes de la famille du marié au cours des dernières années. La dette n'était pas ruineuse, mais désagréable, et la liste des remboursements comprenait les revenus présumés de la famille de la mariée après le mariage. Une telle ligne n'était pas interdite, mais dans le contexte du litige, elle parlait plus fort qu'un toast. Des copies de tels calculs apparaissaient souvent dans les affaires de vérification soudaine des coffrets personnels. L'économie des habitudes émergeait par touches rares de sous la nappe de fête. La demande de la clé n'était pas un rituel de confiance, mais le reflet d'un manque d'argent. La curie ne faisait pas la morale, mais en tirait une conclusion pratique. Là où le mariage était conclu dans le but de combler immédiatement les trous, le risque d'ingérence dans la vie privée augmentait de manière exponentielle. C'est précisément pour de tels cas que des amendes ont été introduites afin de dissuader, au prix d'une contribution au trésor public, de combler les trous aux dépens des petits autres. Une fois de plus, le bienfaiteur inattendu n'était pas issu de la famille. La confrérie des bains, une association de femmes chargée de veiller à la propreté et aux soins des petites blessures, envoya une lettre dans laquelle elle rappelait son ancien privilège, confirmé par un sceau, de fournir des trousses de soins aux jeunes mariés. Ces trousses, insistait-elle, devaient être conservées dans des coffrets personnels et être accessibles avant tout à la femme. La lettre énumérait des cas où l'intervention de parents masculins avait entraîné la perte de médicaments
et retarder les soins aux enfants et aux personnes âgées malades. La confrérie ne demandait pas de sanctions. Elle demandait que l'obligation pour le mari de respecter la conservation de ses trousses soit inscrite dans le contrat de mariage. La lettre est devenue un troisième niveau de protection. Aux normes des guildes et des quartiers s'est ajoutée une norme sanitaire. La ville ne craignait pas les superpositions, car elle lui permettait de vivre en coexistence sans destruction mutuelle. Au fur et à mesure que le dossier s'épaississait de références et d'annexes, la fatigue s'installait dans l'atmosphère. Mais la fatigue n'était pas synonyme de réconciliation. La famille du fiancé comprenait que si le contrat était signé tel quel, la légende habituelle de la clé disparaîtrait et une nouvelle réalité s'installerait dans la pièce, où la vie privée serait déclarée inviolable et protégée par une amende. Dans un dernier effort, ils proposèrent un compromis: l'accès au coffret dans des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la curie disposait également d'un outil, une liste de circonstances exceptionnelles adoptée immédiatement après l'automne de la peste, incendie soudain, épidémie soudaine, évacuation de la cour sur ordre du conseil. Dans ces cas, l'accès aux effets personnels n'était possible qu'après avoir scellé le coffret et en présence d'un garant, et tous les objets pris devaient être consignés dans un registre séparé. Cette bureaucratie aride semble se moquer des rituels romantiques, mais c'est elle qui empêche le pire lorsque la peur rend les gens rapides et cruels. Pendant ce temps, derrière la fenêtre, les mêmes charrettes chargées de poissons et de céréales continuaient de défiler, et la ville vivait à son rythme modéré. Dans le bureau, on utilisait des plumes et du sable pour sécher l'encre. Dans un coin se trouvait une boîte contenant des seaux, chacun attaché à une ficelle, chacun avec son histoire. Les scribes ne se pressaient pas de terminer. Ils savaient que s'ils laissaient ne serait-ce qu'une seule ambiguïté, dans 1 an, une nouvelle affaire se retrouverait sur leur bureau, concernant un coffre ouvert, un couvercle cassé, la crise de nerfs nocturne de quelqu'un, une demande de justice. Ces affaires ne font pas de bruit, mais elles épuisent la ville comme de petites fuites d'eau constante dans les murs. Leur métier n'était pas glorieux, mais il leur rappelait comment, un jour, des lignes peu attrayantes avaient sauvé des gens d'une longue déchéance. Désormais, la feuille imprimée du contrat de mariage ressemblait à une carte. Chaque mot était un point, chaque référence un panneau routier, chaque clause un pont sur une fracture potentielle. Il comprenait la liste sans ambiguïté de la dot, un registre des effets personnels liés au métier et à la santé, la désignation d'une femme garante pour conserver une copie de la clé, les amendes pour ingérence et la procédure d'appel dans le quartier, et, comme l'avait récemment proposé la confrérie, l'obligation pour le mari de ne pas empêcher la conservation et le réapprovisionnement des trousses de soins. À côté se trouvait le registre des dettes de la famille du marié. Il ne faisait pas partie du contrat, mais constituait un contexte que la curie n'avait pas l'intention d'ignorer. À ce moment-là, une autre institution est intervenue, la confrérie des gardiens des poids et mesures de la ville. Ils s'occupaient rarement des contrats familiaux, mais ils ont vu là un intérêt. Lorsque le litige porte sur des montants modestes, les mesures communes sont perdues. La confrérie a présenté une brève note afin de fixer dans le contrat l'ordre de comptabilisation des achats communs, qui ne pourraient ensuite être déclarés comme personnels ou annulés. Leur participation semblait étrange, mais elle s'intégrait parfaitement dans le tissu du contrat. Plus le commun est clairement défini, plus le privé est facile à défendre. Cette contradiction, qui semble aiguë dans les discussions, se transformait en harmonie sur le papier. À la fin de la journée, la curie a invité dans son bureau 2 témoins voisins, sans lien de parenté avec aucune des parties. Il s'agissait d'une nouvelle pratique, apparue après plusieurs affaires très médiatisées, concernant de faux témoignages de proches. Les voisins ont confirmé que la fiancée était adulte, indépendante dans ses affaires,
qu'elle conservait ses outils et ses notes chez elle et non chez son père, et que la boîte servait depuis longtemps à ranger des objets petits mais importants. Leur témoignage ne portait pas sur des sentiments, mais sur des faits. Quand, où et dans quel ordre ils avaient vu comment les objets étaient reconservés. La ville avait appris aux témoins à parler sans fioriture, et c'est de cette manière simple dépendait le nombre de mots vides qui resteraient derrière la porte. Ainsi, petit à petit, le contrat s'est rempli d'un poids auquel on ne pouvait s'opposer par des dictons. Le revirement a été que la coutume de la famille a perdu son monopole sur le langage. Désormais, c'était la mairie qui parlait de la maison, les guildes, les confréries, les conseils de quartier, les registres des amendes et le journal du médecin. Dans ce chœur, il n'y avait pas de cri, mais la puissance de l'énumération. Et c'est précisément cette énumération qui a brisé l'habitude. Ceux qui voulaient y conserver leur petit confort n'avaient plus qu'à marmonner sur la gloire passée et à considérer les sots comme des freins, alors que ceux-ci n'étaient que des outils de mémoire. Le crépuscule envahissait les fenêtres et les ombres des scribes s'allongeaient. La famille du marié s'apprêtait à quitter le bureau, mais avant de partir, elle tenta de laisser un dernier mot. Non pas une menace ou une demande, mais une annonce. Si le contrat était signé tel quel, il réviserait le montant des cadeaux de mariage et une partie de la cérémonie. La curie réagit comme on apprend à réagir aux tentatives d'échanger le droit à la faveur. Une courte ligne fut ajoutée au contrat, stipulant qu'il était inadmissible de lier l'accord sur les clauses légales au refus des cadeaux promis, et à côté, une référence à la décision du Conseil, où une tentative similaire avait déjà été reconnue comme un moyen de pression et avait entraîné une sanction. Lorsque les règles sont rassemblées dans un même cadre, toute action contraire à celle-ci laisse une trace, et cette trace peut être mesurée. La boîte est restée tout ce temps sur la table, comme un rappel muet de la limite à laquelle les mains étrangères avaient pris l'habitude de toucher. Son couvercle est décoré de vignes, et les fines veines du bois portent les traces des doigts de plusieurs générations de femmes qui y ont trouvé ce qui ne peut être évoqué lors d'une réunion de famille. Autour d'elles s'est développé non pas un culte, mais un système de contraintes, clauses restrictives, amendes, cautions, mesures et balances. La légende de la clé, sublime et retentissante dans les conversations à table, s'est évanouie lorsque des piles de documents ont été empilés à côté. Et tandis que le seau refroidissait sur la cire, on pouvait sentir la ville inspirer profondément. Une autre brèche était comblée, une autre raison de crier la nuit était retirée à l'habitude. Il restait à venir le dénouement principal, la décision, les signatures, l'annonce des amendes et des limites qui seraient respectées non seulement par le papier, mais aussi par la communauté. Mais il était déjà clair que l'issue ne naîtrait pas d'une victoire retentissante d'une voix sur une autre, mais de la persévérance d'une forme qui avait appris à protéger le petit humain contre la grande emprise au nom de la tradition. La nuit n'apporta aucun soulagement, car les affaires dans lesquelles les habitudes sont en jeu s'endorment rarement avec le marché. Alors que le bureau fermait ses volets, le sergent de quartier reçut l'ordre de placer la maison de la famille de la mariée sous surveillance discrète, non pas pour la menacer, mais pour éviter que l'affaire ne se transforme en scène de rue. C'était une mesure apprise après des années difficiles, lorsque le litige concernait de petits coffrets et des notes personnelles. Il arrivait trop souvent que les parents inquiets du marié se présentent au petit matin sur le pas de la porte avec l'intention de recompter les biens avant la signature. À l'époque, où la ville ne savait pas encore apposer de cachet provisoire, ces visites se terminaient par des couvercles cassés et les registres du médecin se remplissaient de notes sur les crises et les évanouissements, qui provoquaient ensuite plusieurs jours de tremblements des mains et d'insomnie. À présent, le sergent, à peine visible dans la pénombre, se tenait au coin de la rue, comptait les ombres et ne cherchait pas la gloire. Il se contentait du calme que lui procurait le fait que la nuit se déroulerait sans intrusion.
Ce silence était aussi un document, non pas sur papier, mais dans les corps des gens qui, le matin, ne trembleraient pas à cause de leurs souvenirs. Le matin apporta une nouvelle complication que la vie elle-même aimait. Le curateur judiciaire chargé des affaires de dette se présenta au bureau avec la demande d'inclure une clause de garantie cachée dans le contrat de mariage. Il s'est avéré que plusieurs saisons auparavant, la famille du marié avait remis à un marchand du marché aux poissons une petite boucle en argent et une note sur le droit de rachat après le mariage. Le montant était indiqué, le remboursement promis, sur les biens communs. À première vue, il s'agissait d'une manœuvre innocente, mais elle ajoutait un autre élément à l'affaire. Le désir d'accéder à des biens personnels coïncidait avec la nécessité de combler un ancien déficit. La Curie n'a pas considéré cela comme un crime, mais une nouvelle clause est apparue dans les marges du contrat. Les biens personnels ne peuvent servir à rembourser les dettes antérieures de la famille du marié, et toute allusion à cela est interprétée comme une pression. Cette ligne sèche est devenue une protection contre l'ancienne technique qui consistait à étaler les malheurs familiaux sur la table comme une morale raffinée, pour finalement révéler qu'il ne s'agissait pas d'honneur, mais d'intérêt. La famille du marié a tenté de jouer autrement et a apporté au bureau un rouleau compilé d'exemples de bienséance où chaque page mentionnait des villages éloignés sous l'autorité de monastères aux coutumes sévères, où le chef de famille disposait de tout sans réserve. Ces rouleaux étaient apportés de loin et lus comme des prédictions, non pas pour comprendre, mais pour apaiser les habitudes. Mais la chancellerie municipale, qui avait survécu à des hivers sans grains et à des étés sans sel, avait appris à distinguer les mots embellis des signes efficaces. Là où régnaient les statuts monastiques hors de la juridiction urbaine, il n'y avait ni amende de quartier, ni garant de guilde, ni confrérie des bains, ni liste des refus dignes. Dans ces contrées, tout se décidait à la porte du supérieur, et le papier ne laissait aucune trace durable. La ville, quant à elle, s'appuyait sur la mémoire accumulée, et c'est uniquement grâce à cela qu'elle a pu survivre à une nouvelle vague de maladies sans sombrer dans le néant. La Curie a joint au dossier un bref résumé des différences entre les ordres juridiques, afin qu'à l'avenir, personne n'ait l'idée de tirer de la charte d'autrui une justification pour une perquisition nocturne dans une maison où ses propres mesures et poids sont en vigueur. Entre-temps, une femme d'âge moyen, le visage couvert d'un foulard, entra dans le bureau. C'était une personne de confiance parmi les veuves, dont le nom figurait dans le registre des garants. Elle avait été désignée comme gardienne du double de la clé, selon un accord préalable conclu avant la dispute. Son apparition a marqué un tournant discret. Le coffret a cessé d'être l'objet d'un litige entre les deux familles et a trouvé un point d'équilibre en la personne d'une personne qui n'était liée ni aux dettes, ni à la renommée de l'une ou l'autre des parties. Entre ses mains, la clé cessait d'être un symbole de caprice et devenait un instrument de comptabilité. Elle remit au greffe un reçu pour la remise du double en dépôt, indiqua l'endroit où il serait conservé et accepta de se présenter sur appel du sergent de quartier en cas de circonstances exceptionnelles. La ville aimait ces personnages discrets, mais qui remplaçaient les cris. Leur apparition irritait toujours ceux qui avaient l'habitude de régler les choses à coups de toasts généreux et de regards sévères, car au lieu d'un seul grand levier, ils exposaient 3 petites tiges qui, une fois retirées, laissaient des traces sur le papier. À midi, la Curie s'est occupée de ce qui reste généralement dans l'ombre, la vérification de ces faux exemples que la famille du marié avait utilisés pour couvrir de honte. Les scribes ont soulevé plusieurs affaires dans les villes voisines, où des rumeurs sur la tradition de la clé avaient circulé. Il s'est avéré que chaque fois que le litige était porté devant les tribunaux, la tradition se désagrégeait en récits privés sans sceau ni marque et que l'essentiel de l'affaire se résumait invariablement à l'un des 2 schémas simples suivants. Soit à une tentative de rembourser rapidement des dettes par la confiscation d'argenterie personnelle, soit
à la volonté de s'emparer des registres de rémunération journalière de l'épouse, si celle-ci exerçait un métier artisanal. Ce motif récurrent fut déposé sur la table à côté de la lettre de la confrérie des bains et du rapport du médecin. Il en ressortait une image dans laquelle le mythe n'aidait que là où le papier n'avait pas encore eu le temps de tisser sa toile de clauses restrictives. Dans les villes où cette toile était déjà bien en place, la tradition se transformait en un haussement de sourcils de l'ancien auquel personne n'était tenu de croire. La famille du fiancé, fatiguée et irritée, tenta un dernier stratagème juridique. Elle proposa d'inscrire que l'accès au coffret était possible sur l'honneur des maisons, c'est-à-dire en présence de l'ancien de la famille. Cette fois-ci, la curie ne se contenta pas de refuser, mais ajouta au contrat une règle similaire. Toute action concernant des effets personnels ne pouvait avoir lieu qu'en présence d'un garant tiers inscrit au registre et devait être consigné dans un registre indiquant les objets pris et les délais de restitution. Ainsi, le mot « honneur » a finalement cessé de servir de passeport pour accéder au toit d'autrui et est devenu synonyme de signature, de cachet et de date écrite en toutes lettres. Telle était la logique de la ville. Elle ne détruisait pas les grands mots, elle les obligeait à fonctionner dans un cadre mesurable, sinon ils se transformaient en bâtons pour le couloir nocturne. Plus tard, l'affaire prit une tournure que l'on appellera plus tard parenté cachée, non pas sanguine, mais documentaire. En triant de vieux volumes, le scribe tomba sur le contrat de mariage de la tante du fiancé, signé il y a de nombreuses années chez un autre notaire. Il y avait là, noir sur blanc, une clause concernant un coffret personnel contenant des bijoux et des lettres, avec interdiction de l'ouvrir sans son consentement et les mêmes amendes. Il s'avérait qu'au sein d'une même famille, on avait déjà reconnu autrefois une frontière que l'on tentait aujourd'hui de déclarer vicieuse. Cette découverte n'a pas fait grand bruit, mais elle est devenue un miroir dont il est difficile de détourner les yeux. La contradiction interne d'une famille est le meilleur destructeur de sa propre légende, car on ne peut la contester par un récit sur des influences étrangères. La curie a joint une copie de la lettre de la tante au dossier, et l'on a senti dans l'air que les fils ténus qui retenaient pour la menace de rupture s'étaient affaiblis. Dans l'après-midi, un messager du prêteur sur gage est venu avec une demande polie mais ferme, inscrire dans le contrat l'interdiction de mettre en gage les objets figurant sur la liste des effets personnels sans le consentement écrit de la propriétaire. C'était dans l'intérêt du prêteur sur gage. Trop souvent, il se retrouvait involontairement impliqué dans des querelles familiales, puis on venait les voir avec un sergent pour exiger la restitution des objets sans discussion. Le prêteur sur gage ne s'immisçait pas dans les questions morales, il demandait simplement de la clarté, car la clarté le protégeait des amendes et de la colère. La curie accepta ce court document avec gratitude. Chaque participant externe renforçait la solidité du contrat, le transformant d'une protection théorique en une protection pratique. Plus il y avait de nœuds de ce type, plus il était difficile de briser le système d'un seul coup. Le soir, l'archidiacre est venu au bureau, non pas pour faire pression, mais en tant que représentant de l'autorité spirituelle qui contrôlait les affaires matrimoniales du point de vue du canon. Il a apporté une sélection de décisions rendues ces dernières années sur le consentement des époux comme fondement de l'union matrimoniale et sur la différence entre les biens communs et les dons personnels. Ces décisions n'étaient pas motivées par la douceur, mais par le calcul. Le tribunal ecclésiastique, lassé des plaintes incessantes pour intrusion qui lui faisaient perdre du temps et de l'énergie, préféra devancer la nouvelle vague en consignant par écrit ce qui était auparavant prononcé dans les sermons. Les décisions ne mentionnaient pas directement les clés, mais leur logique était la même. Le consentement est une action, pas un silence. Il doit être consigné par écrit. Les feuilles de l'autorité spirituelle, jointes au dossier, rendaient impossible toute nouvelle négociation autour de l'honneur des maisons sous forme de notes dans les marges. Désormais,
le coin de la feuille était estampillé et le débat sur l'interprétation se résumait à la question « Y a-t-il une signature ou non ?» La famille du fiancé, comprenant que la marge de manœuvre était réduite, a tenté d'atténuer les conséquences en proposant de réduire les amendes pour violation, en invoquant le fait qu'il s'agissait d'une première fois. La Curie a refusé, invoquant des statistiques lamentables. Là où la première fois ne causait pas de pertes importantes, il y avait trop souvent une deuxième fois. Le médecin a confirmé que de nombreuses conséquences graves dans ces registres commençaient par une petite intervention, après laquelle la tension dans la famille devenait permanente et l'habitude de franchir la limite courante. Le contrat stipulait que la mesure serait la même pour la première infraction et pour toute infraction ultérieure. La ville n'aimait pas les châtiments corporels, mais elle aimait encore moins les ruptures répétées qui se propageaient comme une traînée de poudre sur le marché, à l'école et dans les boutiques. À ce moment-là, la mariée, adulte et consciente de la valeur de son métier, ne faisait aucune déclaration fracassante, ni ne se plaignait. Dans le dossier, cela apparaissait clairement dans les lignes vides de la rubrique « Explication des parties ». Mais ce vide ne signifiait pas le silence. Les témoignages de la guilde, de la confrérie, du quartier, de la boutique et des autorités religieuses, les enregistrements des amendes passées et la lettre trouvée de la tante parlaient non pour elle. Dans l'ordre juridique urbain, un tel cœur est plus important que n'importe quelle éloquence. Il transformait une décision personnelle en un nœud social qu'il était impossible de dénouer dans une seule maison, sans conséquence pour toute la rue. À la fin de la journée, une autre lettre est arrivée, celle de la confrérie des gardiens de nuit, qui, ces dernières années, avait reçu le pouvoir de sceller les maisons en cas de menace de justice populaire. Il demandait que soit inscrit dans le contrat le droit de sceller immédiatement les coffres et les malles en cas de tentative d'effraction sans consentement, même si les parties en conflit affirmaient que tout resterait dans la maison. Cela semblait insignifiant, mais ce sont précisément ces petites choses qui empêchaient la ville de sombrer dans l'hystérie nocturne. La Curie accepta également cette clause. Désormais, le coffret bénéficiait non seulement d'une protection juridique, mais aussi d'une protection policière. Essayez d'y toucher, et vous aurez affaire, non pas à l'anniversaire d'un inconnu, mais à un sceau et à un registre. Lorsque toutes les feuilles furent alignées sur la table, le contrat ressemblait à un tableau. La dot était inscrite sans ambiguïté, les effets personnels étaient répertoriés en fonction du métier, de la santé et de la mémoire. Un garant était désigné pour le double de la clé, les amendes étaient fixées sans réduction. Pour la première fois, les circonstances exceptionnelles ont été convenues avec scellés et registres. L'utilisation des biens personnels pour d'anciennes dettes a été interdite. Il a été prescrit de conserver les trousses de soins dans un coffre personnel. Le banc des gages et la société des gardiens ont été mis en place. Sous cette forme, le document n'avait plus besoin de grands discours. Il proposait simplement un ordre dans lequel l'habitude ne pouvait se cacher derrière la légende. La famille du fiancé, fatiguée et les yeux baissés, a réduit ses menaces de rupture à une vague allusion, mais cette allusion a perdu de son mordant. Depuis plusieurs années déjà, la liste des conditions d'un refus honorable était affichée sur le tableau de la mairie, et quiconque tentait de transformer la norme signée en honte risquait de se retrouver sur la liste des maisons suspectes où l'on cesserait d'apporter des marchandises à crédit. Le crépuscule tombait sur la ville, et quelque part sur le quai, les derniers échanges de poissons séchés s'étaient calmés. Dans le bureau, on éteignit une bougie, puis une deuxième, ne laissant que celle qui se trouvait juste au-dessus de la boîte. Son couvercle, peint de vigne, projetait une ombre tremblante sur le parchemin, mais cette ombre n'effrayait plus. Elle ne provenait pas de l'incertitude, mais du feu qui servait à mieux voir. Le lendemain restait à venir. Signature, cachet, prononciation sèche du montant de l'amende en toutes lettres,
Dernière tentative pour soupirer avec emphase sur la grandeur des anciens, puis claquement discret du couvercle du registre notarial. Mais l'essentiel était déjà fait. Le mythe, habitué à vivre dans les discours de table et les souvenirs, avait été placé à côté des documents qui savent résister à l'hiver. Et c'est pourquoi sa voix est devenue comme un bruit dans la tête qui s'estompe lorsque les objets de la liste sont posés sur la table et que la clé attachée à une ficelle au nom d'une femme adulte est placée à côté. La nuit s'est lentement transformée en un matin gris et le bruissement du sable, avec lequel on a recouvert les lignes fraîches sur le parchemin, a de nouveau rempli la pièce. Le bureau fonctionnait comme d'habitude. Le domestique aère, le sergent note le changement de garde à la porte, les scribes reportent au bas de la feuille la référence aux ajouts d'hier. À cette heure-là, la ville aime faire semblant que les grandes décisions se prennent d'elles-mêmes, simplement parce que les gens sont arrivés à l'heure et ont apposé leur signature, mais tout le monde sait que là où le mythe a longtemps vécu sans être vérifié, il ne cède pas facilement. C'est pourquoi, avant le début de la réunion, le notaire a demandé à la confrérie des mesures et des poids, des duplicata des décisions de l'année dernière sur les comptes courants, afin d'éliminer la dernière faille. Le débat sur ce qui, selon le sentiment général, est considéré comme insignifiant et donc accessible sans consentement. Les copies ont été apportées rapidement. Sur un parchemin épais étaient énumérés les objets que la ville avait l'habitude de déclarer insignifiants afin d'écarter les réserves: épingles, peignes, cordons, petites bulles, carnets, fils, bagues simples sans pierre. À côté, sans poésie, figurait la formule suivante: une petite chose n'est pas un objet qui ne saute pas aux yeux, mais un objet qui a une valeur comptable fixe. Si le prix n'est pas indiqué, il est déterminé par le marché selon l'acte du mois en cours. Et toute ingérence dans une petite chose est punie comme une ingérence dans n'importe quel bien. Cette phrase, élaborée au fil des années de débat, mettait fin à la manœuvre favorite de ceux qui empochaient des bagatelles pour ensuite, grâce à ces bagatelles, s'approprier le reste. La famille du marié est arrivée un peu plus tard et a apporté un rouleau astucieusement rédigé contenant le serment ancestral, où l'on devinait, à travers des formules alambiquées, un objectif simple: ramener l'initiative dans un plan symbolique où toute réserve sonne comme une méfiance. Le parchemin était orné d'anciens noms et d'exploits militaires, mais il ne portait pas le sceau de la curie municipale. En bas figurait la nouvelle signature d'un jeune scribe, connu pour son amour des belles tournures et son penchant pour les contrats de dette. Son narcissisme sentait l'encre fraîche et la curie ne contesta pas les lettres. Elle posa à côté une copie de la lettre de la tante du fiancé, où figurait depuis longtemps, sans drame, une réserve concernant l'inviolabilité du coffret personnel. La contradiction interne de la famille flottait dans l'air comme une couture déchirée sur un vêtement coûteux. On peut la raccommoder, mais la trace est visible et chaque passant saura où le tissu se déchire au moindre effort. Plus tard, le marché s'en est mêlé, non pas sous la forme d'un marchand au nez fin, mais sous les traits d'un administrateur de la ligne de crédit. Il apporta un rapport sur la baisse saisonnière des recettes de la Caisse des dépôts fiduciaires et une note sur la fréquence des petits litiges liés aux besoins communs, dans lesquels, pour une raison quelconque, les effets personnels des épouses étaient impliqués. La note ne contenait aucune morale, seulement une arithmétique sèche des conséquences, là où, par coutume, on retirait des pièces de monnaie ou des fils de corail des coffrets, les retards de paiement des dettes aux boutiques augmentaient la saison suivante et les unions matrimoniales se rompaient plus souvent dès la première année. La ville connaissait la valeur de la première année. Elle est comme une pierre de pavage. Si elle se fissure maintenant, la jointure grincerait chaque hiver. La curie a classé la note dans le dossier et a ainsi déplacé le litige de la zone des honneurs à celle des stabilités, où l'honneur se mesure au nombre de cycles hiver-été que la maison peut supporter,
et non à la hauteur à laquelle le menton est levé lors du festin. Entre-temps, la guilde des relieurs, qui soutenait la mariée, proposa un autre protocole. Si le conflit familial venait à se répercuter sur le métier, la guilde se chargerait temporairement de conserver les carnets de notes de l'artisane avec un acte de réception-transfert afin d'exclure toute perte accidentelle. Cela semblait superflu, mais le dossier contenait déjà un rapport du médecin où les lignes sèches sur les inspections nocturnes étaient presque toujours accompagnées de notes sur la disparition de pages des listes de débiteurs. Quelqu'un savait découper les livres de manière à ce que seules les dettes gênantes disparaissent, puis attribuer ces vides à l'oubli féminin. La nouvelle clause de la guilde mettait les découpeurs au pied du mur. Pour retirer une feuille, il fallait désormais d'abord ouvrir le registre de la guilde, ce qui risquait d'exclure toute la famille du marché. Dans les villes où les commandes passent entre les mains habituelles, l'exclusion frappe plus fort que le bâton. Pendant que les scribes vérifiaient les références, le sergent de quartier entra sans bruit et déposa devant le notaire un bref rapport sur la nuit. Dans la ruelle voisine, les parents du marié tentaient d'organiser un conseil de paix sous les fenêtres de la maison de la mariée, mais après 3 avertissements du gardien, s'appuyant sur la nouvelle pratique, ils les ont emmenés dans la guérite et les ont obligés à signer un document stipulant qu'ils cesseraient toute pression pendant la durée des audiences. Le rapport ne mentionnait ni duel ni héroïsme, mais seulement des noms inscrits à côté du mot « avertissement ». Ces lignes sont le muscle silencieux de la ville. Quand elles se multiplient, les gens cessent de confondre le parvis devant la maison avec la salle d'audience. La curie a inscrit le numéro du document des gardiens dans les marges du contrat afin que personne ne puisse feindre l'oubli le lendemain. La famille du marié a décidé d'économiser les mots. Elle a proposé de supprimer le mot « amende » du texte et de le remplacer par « don » au profit du trésor public en cas de contrariété. La curie ne discuta pas des sentiments. Elle montra le livre de compte où il était écrit noir sur blanc. Là où les dons en cas de contrariété remplaçaient les amendes, au bout d'1 ou 2 hivers, de nouvelles affaires apparaissaient dans lesquelles la contrariété était oubliée avec la promesse de ne plus recommencer. Le livre de compte ne connaissait pas le sarcasme, il connaissait la fréquence des retours. Le mot « amende » est resté, mais une autre mesure de sécurité a été ajoutée. En cas de récidive, le montant est automatiquement doublé, sans négociation, et un tiers est versé à la garde de quartier afin de financer les patrouilles nocturnes. C'est aussi la logique de la ville. Celui qui paie pour l'ordre a la possibilité de le faire respecter. Le revirement préparé hier s'est produit de manière inattendue et rapide. Une femme de la boutique, où étaient conservés les duplicata des sceaux, est venue au bureau et a apporté le registre des réceptions. Il s'est avéré que quelques semaines plus tôt, l'un des cousins du fiancé avait tenté de laisser en dépôt la marque familiale sur la clé, afin de la présenter ensuite comme signe du consentement de la fiancée. Le livre portait sa signature et une colonne vide intitulée « Personne ayant donné son consentement ». La clé ne fut pas acceptée et la tentative d'obtenir le consentement a posteriori fut enregistrée comme une préparation potentielle à une pression. Personne n'aurait vu cette inscription si le litige n'avait pas été porté devant le bureau. À présent, elle se trouvait à côté de la lettre de sa tante et était devenue la 2e ombre de l'habitude, cette ombre que les mythes cachent généralement sous le tapis. Le mot « modèle » apparut dans la rangée de documents, bien que les scribes ne l'aient pas écrit. La répétition des gestes trahissait le système mieux que n'importe quelle confession. À midi, une autre couche fut ajoutée au dossier, un résumé des prescriptions sanitaires adoptées après la dernière vague de fièvre, lorsque les festins nuptiaux devenaient souvent des foyers de propagation. Là, parmi les règles relatives à l'aération et à l'eau potable, figurait une brève ligne sur l'interdiction de confisquer les trousses de soins et les provisions personnelles préalablement rassemblées par les femmes
en cas de malaise soudain. Cette ligne n'était pas née dans le silence des conseils, mais sur les bancs des tables des infirmiers, où les femmes pleuraient, non pas de douleur, mais d'impuissance. Quelqu'un avait pris la teinture ou les bandages pour les besoins communs, et au moment voulu, ils n'étaient pas à portée de main. L'inclusion de la norme sanitaire dans le livret de mariage transformait la boîte en réserve stratégique et non en coin réservé aux femmes. Il est difficile de contester ce qui a des conséquences mesurables sur le corps. La famille du marié misait toujours sur la menace d'une rupture. Elle transmit par l'intermédiaire d'un scribe, connut une liste des pertes pour l'honneur en cas de signature de clauses étrangères, banquet réduit, refus d'une série de cadeaux, froid entre les familles. La curie, sans discuter des goûts, a présenté une liste de refus dignes affichée à la mairie et a joint des copies des signatures des 3 familles qui avaient autrefois tenté d'éduquer les villes par leur silence et avaient obtenu en retour un refus de crédits commerciaux et un gel temporaire de leur participation aux enchères. Celui qui a un garde-manger bien rempli supporte facilement le froid. Dans la ville, les garde-manger ne sont pas remplis de conversation, mais de crédits et d'accès à la file d'attente. Les papiers étaient plus éloquents que les menaces. Ensuite, la curie s'est occupée d'une procédure apparemment fastidieuse, l'ajout d'exceptions au régime général en cas de réquisition publique exceptionnelle. Pendant les années de famine et de guerre, le Conseil pouvait exiger de l'argent ou une partie des tissus des maisons au profit du trésor public. Afin que ces mesures d'urgence ne deviennent pas une faille, une clause fut ajoutée au contrat stipulant que les réquisitions concernaient les biens communs et la dot, mais pas les coffres personnels où étaient là conservés les objets liés à l'artisanat et aux soins, sauf en cas d'ordre direct du Conseil, suivi d'une compensation au prix du marché du mois en cours. Cette clause semblait d'une minutie excessive, mais elle fermait une autre porte. On a remarqué depuis longtemps que les habitudes privées refont surface sous le couvert des obligations officielles, et là où il n'y a pas de limite sur le papier, quelqu'un finit toujours par emporter ce qui n'est pas à lui, sous prétexte que tout le monde est au courant. Alors que le document s'étoffait ligne après ligne, on frappa doucement à la porte, et 2 vieillards, qui n'avaient aucun lien avec l'une ou l'autre des maisons, entrèrent, les gardiens des archives municipales. Ils apportèrent un lourd registre des décisions rendues dans les litiges matrimoniaux au cours des dernières décennies et demandèrent d'inscrire dans les champs une référence au précédent où le tribunal avait pour la première fois assimilé la tentative d'ouverture d'un coffret personnel à une atteinte à la tranquillité du domicile. À l'époque, ce précédent avait eu plus d'impact que les paroles des célèbres prédicateurs. Il avait permis au sergent de sceller immédiatement la maison, sans attendre les longues lectures à l'autel. La référence à ce précédent a renforcé la feuille en cours comme un contrefort en pierre contre un mur où il n'y avait auparavant qu'un mince support en bois. La famille du marié a pâli. Des renforts sont apparus contre le mur qu'il n'était plus possible d'escalader sans laisser de traces. À ce moment-là, un autre document, qui manquait pour compléter le tableau, fut posé sur la table, la liste des biens laissés à l'épouse sans droit d'aliénation, même en cas de séparation. Cette liste avait fait l'objet de discussions dans la ville après une série de divorces difficiles où les femmes étaient reparties les mains vides, incapables de prouver que tel ou tel bien leur appartenait. La liste était toujours aussi austère. Outils de travail, notes personnelles, articles de toilette, petits bijoux reçus de la mère et autres objets reconnus comme personnels lors du mariage. C'est précisément cette dernière formule qui élevait l'importance de l'inventaire actuel de la boîte à bijoux au rang d'assurance future. Une ligne négligée aujourd'hui signifiait des mains vides demain. La ville enseignait la précision comme une compétence de survie et non comme un raffinement. Un autre revirement discret mais brutal est venu d'une direction où personne ne l'attendait. Un jeune apprenti relieur d'un autre atelier
passa la tête par la porte du bureau et demanda à transmettre au chef d'équipe que des rumeurs circulaient sur le marché. Les parents du marié cherchaient quelqu'un capable de changer la serrure par une autre identique afin de pouvoir ensuite déclarer que le coffret s'était ouvert tout seul. La Curie connaissait le prix de ces tours de passe-passe. Au cours des dernières années, 3 techniciens métallurgistes avaient été pris en flagrant délit et tous 3 avaient été interdits de travail dans le quartier. Sur la base d'une seule note, les apprentis n'ont pas installé de nouveaux dispositifs de sécurité, mais le chef de la guilde a envoyé un avis aux ateliers, au cas où, tout travail sur des coffrets personnels pendant les négociations matrimoniales n'est autorisé que sur ordre de la Curie et après inscription dans le registre des commandes. Ainsi, le mythe de la précaution était accompagné d'un document d'assurance. Le coffret n'était pas entouré de pelotons, mais de canaux dans lesquels tout pas étrange devait laisser une trace humide. Pour couronner le tout, l'autorité spirituelle a envoyé un bref commentaire sur les bonnes pratiques de réconciliation. Si la famille du fiancé s'inquiète tout de même du caractère peu festif des clauses, le tribunal ecclésiastique est prêt à recommander une forme particulière de bénédiction qui souligne la réciprocité des obligations et le respect de la sphère privée de chacun. Cela ressemblait à une tentative de redonner sa place au rituel dans une ville où le papier avait pris le pas sur le champ. La Curie a volontiers approuvé cela, car à ses yeux, le rituel est bon lorsqu'il comble un vide et ne remplace pas une règle. Même les gardiens se sont réjouis de ces commentaires. Moins de raison pour les soupirs nocturnes et les toasts bruyants, qui aiment tant se terminer par des coups sur le couvercle du coffre d'autrui. Le soir venu, le document était devenu vraiment lourd. On pouvait le mesurer non seulement en nombre de pages, mais aussi en nombre d'institutions impliquées. La guilde, la confrérie, la fraternité des mesures, le mont de piété, la caisse de crédit, le bureau sanitaire, les gardiens de nuit, le tribunal ecclésiastique, les archives municipales, le conseil de quartier. Chacun avait apporté sa pierre à l'édifice, et le mur autour du coffret ressemblait désormais davantage à une maison. La famille du marié se tenait devant elle, non pas comme des vainqueurs, mais comme des passants qui avaient compris que le raccourci était fermé et qu'ils devaient désormais marcher dans la rue, où les visages étaient visibles et les pas audibles. Leurs dernières objections concernaient la forme du sceau, mais là encore, la Curie ne leur laissa guère de marge de manœuvre. Le sceau est apposé à la cire sur le cordon du coffret et sur la feuille du contrat. Le cordon est scellé d'un signe spécial. Une copie du signe est conservée par la garante et par le chef de la guilde, et toute trace d'intervention est enregistrée comme une tentative de violation. Ce mécanisme était considéré comme ennuyeux dans la ville, mais l'ennui faisait partie de la liste des vertus. Il permettait d'économiser ses forces pour l'hiver. Dehors, le ciel s'assombrissait et les bougies ne suffisaient plus à éclairer le crépuscule. Les scribes déplaçaient les supports pour que la lumière éclaire les lignes concernant les amendes et les recours, où il était écrit en toutes lettres « Le contrevenant paie immédiatement et peut contester ensuite ». La phrase « D'abord le paiement, ensuite la contestation » avait autrefois provoqué une tempête, mais aujourd'hui, elle était acceptée, car grâce à elle, les balayeurs recevaient du sel pour saler les rues et les gardiens de l'huile pour les lanternes avant l'hiver. La ville payait de sa poche pour avoir le droit de ne pas écouter les cris. Et ici, au milieu de l'affaire de la petite boîte contenant un peigne, des perles et des cahiers, ce droit était à nouveau inscrit en caractères gras. C'est à ce moment précis que celui que tout le monde attendait depuis le début et qui n'était toujours pas venu apparut dans l'embrasure de la porte, l'oncle éloigné de la mariée, autrefois marchand de tissus, aujourd'hui homme taciturne aux mains sèches. Il n'est pas entré en tant que sauveur, mais en tant que garant éprouvé, au cas où la tante, désignée comme gardienne du double, tomberait malade ou partirait dans une paroisse éloignée.
Son nom figurait dans le registre des personnes à qui l'on confiait les sceaux, et son apparition a mis un point final à la chaîne des assurances. Désormais, même le changement de garant ne pouvait plus faire échouer le système. Ce fut un tournant sans fanfare. Une fois de plus, le bienfaiteur inattendu n'était pas le héros des chansons, mais celui qui avait apporté à temps sa carte d'identité et était prêt à répondre de son chef pour le cordon et la cire. C'est grâce à ces personnes que la ville gardait le souvenir qu'il était possible, sans trop de mots, de protéger le couvercle des doigts étrangers. Une fois que l'oncle eut signé, il ne restait plus qu'une dernière série d'actions. L'annonce des montants des amendes en toutes lettres, le renvoi au tableau des refus dignes, la fixation de la clause sanitaire et la mention des réquisitions. La famille du marié tenta une nouvelle fois de prendre une profonde inspiration pour prononcer une phrase solennelle sur la grandeur passée, mais sa voix sortit rauque. Le papier ne contestait pas. Il reposait sur la table, lourd, habitué à supporter l'hiver. Et même si la signature n'était pas encore apposée, il était clair que l'issue ne se cachait plus dans un coin. La clé restait entre les mains d'une femme adulte, le cordon était prêt à être imprimé, les garants gardaient leur registre à portée de main, les gardiens vérifiaient les lampadaires au coin de la rue. Dans cette ville brûlée par la famine et les maladies, voilà à quoi ressemblait une véritable protection. Personne ne promettait le bonheur, mais beaucoup garantissaient qu'il ne frapperait pas sur le couvercle de la boîte pendant la nuit, se cachant derrière le mot « coutume » gravé au nom du malheur d'autrui. Au petit matin, l'air était humide et le parchemin absorbait l'humidité aussi avidement que la ville absorbait les règles claires. Le bureau déroula le rouleau jusqu'au bord pour ajouter un point controversé sur la mémoire et les lettres, et cela s'avéra être le nœud le plus difficile à dénouer. La famille du fiancé exigeait que les notes personnelles soient reconnues comme potentiellement d'intérêt public si elles concernaient les dettes et les relations avec les voisins, et donc accessibles à la consultation des membres de la famille sans inventaire. Des copies d'anciennes affaires ont été déposées sur la table. Dans un cas, des feuilles contenant la liste des débiteurs avaient été arrachées afin d'effacer toute trace de prêts familiaux non remboursés. Dans un autre, des lettres de clients avaient été emportées car elles confirmaient indirectement le paiement du travail de l'épouse. Les archivistes ont montré où mènent ces consultations. Le registre des amendes mentionne sobrement les couvertures arrachées, les enregistrements endommagés, les plaintes tardives, la perte de la possibilité de recouvrer le paiement. La Curie a formulé une règle afin de combler cette lacune. La correspondance personnelle et les registres de travail sont reconnus comme des documents de propriété et de travail, sont conservés dans un coffre et ne sont accessibles qu'avec le consentement de la propriétaire ou sur demande écrite du tribunal. Toute consultation sans inventaire est assimilée à une ingérence et entraîne une amende, et en cas de récidive, une amende doublée et une restriction temporaire de la participation du contrevenant aux enchères trimestrielles. Cela semblait sévère, mais la ville connaissait la valeur des mots « on verra plus tard ». Derrière eux, disparaissaient généralement les lignes qui permettèrent de vivre. Le bureau sanitaire a envoyé en annexe une autre feuille mince qui marquait le début d'un changement peu visible mais important. Une liste d'objets de dignité conservés par les femmes dans leur coffret personnel et ne pouvant faire l'objet d'une discussion publique. Des objets simples, presque invisibles, tels que des peignes, des foulards, des petites icônes, des fils et des flacons. La directive expliquait de manière peu élégante mais concise que le fait d'évoquer publiquement ces objets provoquait des interventions et conduisait à des conflits qui faisaient perdre des jours de travail au quartier. Ce langage semblait dépourvu de sentiments, mais c'est précisément lui qui permettait au Conseil de discuter avec les maisons récalcitrantes, non pas de l'honneur, mais des pertes de temps et de revenus. La clause a été intégrée au contrat à côté de la norme sur les lettres, et la boîte a reçu une autre limite claire.
non pas autour des objets de luxe, mais autour des objets quotidiens qui rythment la vie de la cour. La Guilde des relieurs, en tant que partie intéressée, a apporté un amendement concernant les traces des recettes. Si l'artisane conserve dans le coffret des fiches de commande et de calcul, la Guilde a le droit, à sa demande, de les prendre en dépôt dans un sac scellé en cas de risque de conflit. Le sac est scellé par le sceau de la Guilde et enregistré dans le registre général, et son ouverture sans le consentement de la propriétaire équivaut à une ingérence dans les documents de la Guilde. Ce mécanisme est né d'une expérience amère, là où les querelles familiales déchiraient les livres, rompaient les chaînes de dette entre les papeteries, les ateliers et l'écurie. Désormais, la chaîne était transférée sous la protection des voisins du même métier et ne dépendait plus de la douceur de la main d'autrui. Dans les champs du contrat, on ajoutait entre-temps une restriction sur les remplacements rituels, une faille massive dont les maisons à l'imagination fertile faisaient souvent usage. Elle permettait de déclarer n'importe quel objet comme accessoire rituel, de le retirer de l'inventaire et de le sortir pour décorer temporairement la maison. Les archivistes ont rouvert les dossiers dans lesquels des fils de corail et de simples bagues avaient ainsi disparu, soi-disant pour une couronne de mariage ou une réconciliation verbale. La curie a entériné la formule suivante: un objet n'est reconnu comme rituel qu'en présence d'un enregistrement antérieur portant les cachets de l'autorité spirituelle et du quartier. Toute tentative de le déclarer rituel a posteriori est considérée comme une ruse et punie d'une amende. Pour la ville, il ne s'agissait pas d'une guerre contre les coutumes, mais d'une réparation des fuites. Si l'on laisse une fissure, l'eau trouvera son chemin. Le crédit a apporté sa contribution laconique. Une note indiquant que les prêteurs sur gage refusent d'accepter en gage les objets figurant sur la liste des effets personnels, sauf accord écrit de la propriétaire précisant la durée et le montant. Toute violation de la part du prêteur sur gage entraîne une amende et une interdiction temporaire d'exercer. Cela a permis de ramener à l'ordre ceux qui, plus souvent que d'autres, devenaient l'instrument de la pression exercée par des tiers. Voler un objet, sans avoir où le monnayer coûte trop cher, et la ville savait rendre les mauvaises habitudes coûteuses. Vers midi, une lumière tamisée pénétrait par les fenêtres, et le serviteur retourna délicatement le rouleau afin que l'encre ne coule pas à l'endroit où les signatures étaient apposées. Mais il restait encore à compléter la section « Cas exceptionnels », incendie, épidémie soudaine, réquisition du conseil. Cette section a été compilée à partir de plusieurs documents des dernières années, dans lesquels la ville a appris à vivre avec les malheurs qui s'accumulaient. Elle stipule « En cas d'incendie, le coffre est scellé et transféré dans un endroit sûr, en présence du garant ou du sergent de quartier. En cas d'épidémie, la priorité est donnée au stockage des articles de soins, à leur comptabilisation et à leur réapprovisionnement sans entrave. En cas de réquisition, le conseil ne concerne que les biens communs et la dot. Les biens personnels doivent être indemnisés au prix du marché du mois en cours. Dans chaque cas, la clé restait entre les mains de la propriétaire ou de son garant, les notions de urgence et de sans consentement étant interprétées de différentes manières. En d'autres termes, la ville s'est apprise à ne pas transformer un malheur en prétexte pour s'en prendre aux biens d'autrui. Le revirement, qui avait mûri depuis longtemps, ne venait pas des autorités, mais de l'intérieur de la famille du marié. Dans les archives, on a trouvé une autre feuille, l'ancien contrat de mariage de sa tante, où l'inviolabilité du coffre était déjà inscrite. Ce document a été ajouté au dossier, et soudain, la rhétorique habituelle sur l'honneur familial s'est heurtée à la propre histoire de la famille, écrite avec la même encre. La contradiction ne nécessitait aucune accusation. Il suffisait de mettre les deux feuilles côte à côte pour qu'il apparaisse clairement que la coutume changeait en fonction des besoins de certains hommes et n'était pas immuable. Et le mythe a perdu une autre de ses dents.
car les gens voient leur propre signature différemment du sceau d'autrui. La famille du marié a tenté, sans grand succès, de se réfugier dans le symbolique. Elle voulait remplacer le mot « amende » par « don » et « plaisir du trésor public ». Le livre de comptes a répondu sèchement « Là où les dons remplacèrent les amendes, les récidives au cours des 2 premières années étaient 2 fois plus fréquentes que là où les amendes restaient des amendes et étaient immédiatement perçues. » La Curie a conservé le terme sévère et a ajouté une formule stricte. Lors de la première infraction, l'amende est perçue sans échelonnement. En cas de récidive, elle est doublée et s'accompagne d'un blocage temporaire de l'accès au marché et au crédit préférentiel. La ville payait les gardiens et les médecins, non pas avec des toasts, mais avec des amendes. Cette saveur de zinc dans le texte convenait mieux à tout le monde que le miel dans les mots. La touche suivante a été la patrouille des objets. Notification à la compagnie des gardiens de nuit que, pendant les jours des contrats de mariage, tous les travaux sur les serrures des coffres personnels ne peuvent être effectués que sur ordre de la Curie, avec inscription du nom de l'artisan et de l'heure, et que les tentatives de remplacement silencieux sont punies d'une double amende pour l'exécutant et le commanditaire. Le message ne venait pas du cliquetis des épées, mais des fils de la discipline cuivrée, qui avaient vu trop de coïncidences fortuites entre les trous percés et les conseils de famille nocturnes ces dernières années. Désormais, au lieu des cris sur la place, il y avait des cordes, des scellés, des artisans avec des registres. La carte du contrat était désormais bien remplie et il ne restait plus qu'à régler un dernier détail, la procédure de vérification avec inventaire. La Curie a stipulé que si la propriétaire donne son accord pour la consultation, celle-ci est consignée dans une brève note indiquant la raison, l'heure, la liste des objets, le poids de ce qui a du poids, l'état de ce qui n'en a pas, et à la fin, une note miroir est faite à ce sujet. Ainsi, le mot « consultation » a été vidé de son sens qui servait habituellement à exploiter les faiblesses d'autrui. Sans inventaire, aucune action légale n'était désormais possible. Au moment où le sable sur l'encre a séché, une odeur de cire et de vieux bois s'est répandue dans la pièce. Le notaire a ouvert la boîte contenant les sceaux, la garante, une veuve adulte inscrite au registre, a remis un reçu pour la conservation du double de la clé et a reçu un nouveau sceau sur un cordon. Un sceau correspondant à celui figurant sur le contrat. Le doyen de la guilde remit un sac scellé pour les carnets de notes de l'artisane, au cas où ceux-ci devraient être temporairement confiés à la guilde en cas d'aggravation de la situation. Les gardes notèrent dans le registre que les conseils sous les fenêtres ne se réunissaient plus et que les proches prévenus s'étaient présentés pour signer sans tenter de manifestations bruyantes. Ce n'étaient pas des gestes de victoire, mais des coutures sur le tissu, grâce auxquelles il ne se défait pas au premier mauvais temps. Les signatures ont été apposées sans précipitation, comme il était d'usage dans une ville où l'on appréciait la stabilité visible. Les premiers à signer ont été les témoins voisins, dont les noms n'étaient liés ni à des dettes, ni à des promesses de cadeaux. Leurs paroles étaient avares, et c'est précisément pour cela qu'on avait l'habitude de leur faire confiance. Puis, ce fut le tour du doyen de la guilde et de la marraine. Ensuite, ce fut au tour de la famille de la mariée. La famille du marié tarda plus longtemps que les autres à signer, comme si elle essayait de trouver dans l'air un autre passage, mais tout ce qui était autrefois un passage était désormais fermé par des scellés, des références, des tarifs et des registres. La plume trembla, traça d'abord une ligne droite, puis un nom. Et alors, le notaire lut à haute voix, d'une voix sèche, sans insister, les dispositions clés: inviolabilité de la vie privée, interdiction de regarder sans inventaire, procédure en cas d'urgence, amende sans réduction, pour la première fois, double en cas de récidive, sanction en matière de crédit, protection des registres de travail par la guilde, liste sanitaire,
interdiction de mise en gage sans consentement écrit. Les voix ne s'élevèrent pas. Le papier n'avait pas besoin d'être convaincant, il exigeait d'être respecté. Immédiatement après les signatures, les gardiens apportèrent un petit support en bois avec de la cire. Le sceau fut apposé sur le cordon du coffret, reproduit sur la feuille du contrat, et la garante reçut un double portant le même signe. Cette triple couture avait pour effet principal de faire passer la clé de la zone de la bonne volonté d'autrui à celle de la responsabilité comptabilisée. Désormais, même son propre oncle, s'il décidait soudainement de vérifier au cas où, devrait d'abord rendre des comptes au cordon, à la cire et au registre, puis à sa conscience. Dans la ville, on avait depuis longtemps appris à ne pas confondre ces deux ordres. Après les sceaux, la curie s'est occupée du dernier bloc, l'envoi des notifications. Le conseil de quartier a reçu une notification du contrat conclu avec référence aux articles pénaux. La ligne de crédit a reçu une notification des sanctions en cas d'intervention et du régime de cautionnement à la guilde sur le droit d'accepter les carnets de notes de l'artisane, au bureau sanitaire, sur la fixation de la liste des articles de soins, à la coopérative des gardiens, sur le droit d'apposer immédiatement un cachet en cas de plainte pour ingérence, aux archives, sur le classement d'une copie dans les dossiers. Ce réseau de lettres rendait impossible l'annulation discrète du contrat dans une seule pièce. Même si quelqu'un essayait de réécrire pour lui-même, chaque nœud tenait déjà le bout de la corde. La ville, derrière les fenêtres, respirait plus calmement. Les marchandes du marché se disputaient le prix du sel, les enfants faisaient tourner des cerceaux sur les pavés, les gens qui avaient traversé la famine et la fièvre vivaient dans une stabilité visqueuse. Et pourtant, au sein de cette stabilité, il restait de la place pour l'ombre, celle qui envahit toute maison lorsque la porte se ferme et que toutes les visites prennent fin. C'est précisément pour cette ombre qu'une clause discrète fut ajoutée au contrat. Le propriétaire est tenu de consigner chaque semaine toutes les opérations effectuées avec les coffres communs. Elle semblait superflue, mais elle liait à la sphère privée ce qui en est généralement détaché. Si un homme a l'habitude de rendre compte des mouvements de la sphère commune, il lui est plus difficile de se convaincre que la sphère privée n'a aucune importance. Ce petit enregistrement transformait les bonnes intentions en une habitude matinale. Quelques jours après la signature, le médecin fit sa remarque habituelle. Le quartier était devenu plus calme, aucune plainte n'avait été reçue concernant les conseils sous les fenêtres nocturnes et le registre des gardiens était vide. Ce résultat invisible était l'objectif de la ville. Pas de fête, pas de bienveillance, juste une colonne vide là où s'accumulaient auparavant des gouttes d'inquiétude. La famille du fiancé n'a pas été marquée du sceau de la honte. Le refus honorable était affiché à la mairie, non pas pour servir de châtiment, mais comme pierre de touche. Ils ont organisé un festin plus modeste que prévu, mais il y avait suffisamment de pain et de soupe chaude sur la table, et les voisins ne se sont pas détournés, car leur nom n'apparaissait pas à côté du mot « infraction » dans les factures. La mariée, adulte et tenace, a inscrit 2 nouvelles commandes dans ses carnets le lendemain du mariage, une reliure pour un livre religieux et la restauration d'un ancien registre de la boutique de sel. Sa boîte était posée sur une étagère, elle sentait la cire, à l'intérieur se trouvaient des fils, un peigne, des lettres, une petite icône, des pièces de monnaie gagnées et des aiguilles propres. La clé était accrochée à un crochet intérieur, le double était chez la marraine, la trace dans les registres, et tout ce réseau ne semblait encombrant qu'à première vue. En réalité, il était léger et solide, comme une reliure bien cousue. On ne le voit pas tant que le livre s'ouvre correctement. Autrefois, dans cette ville, on aimait dire que « tout dans la maison appartient au mari », et cette phrase résonnait comme une cloche de clocher, mettant fin à toute discussion. Désormais, la cloche sonnait à heure fixe, et les disputes étaient réglées par des lignes dans lesquelles tout se divisait en dots,
commun et personnel, et la maison en espace des coutumes et espace du droit. Rien de sublime, seulement de la discipline. Mais c'est précisément cette discipline qui s'est avérée être l'air dans lequel il n'était pas nécessaire d'écouter les pas sous les fenêtres la nuit et d'attendre que quelqu'un vienne, juste jeter un coup d'œil. Et quand, une fois de plus, quelqu'un soupirait au marché que « c'était plus facile autrefois », la vieille femme la plus silencieuse, qui tenait un étal de haricots, sans contester, a compté ses pièces, en a mis une dans la poche de son tablier et a répondu, comme on le fait dans ces villes. Avant, c'était plus bruyant. Maintenant, c'est plus calme. Et c'est sans doute la meilleure description que l'on puisse donner de la petite boîte contenant un peigne, des lettres et des fils. Après les signatures, la ville n'a pas changé en apparence. Les mêmes paniers de verdure, les mêmes charrettes de poissons et de céréales, les mêmes rues où le vent chasse la poussière vers les portes. Mais à l'intérieur des nœuds qui relient les gens, quelque chose a cliqué et a pris sa place. Le contrat a été distribué aux différentes adresses. Le conseil de quartier a inscrit le numéro dans le registre. La caisse de crédit a noté le régime des sanctions. La guilde des relieurs a obtenu le droit de recevoir les carnets de notes de l'artisane, sous peine d'intervention. Le bureau sanitaire a reçu une note de service sur les kits de soins personnels et les gardiens ont obtenu le droit d'apposer immédiatement un cachet sur le coffret en cas de plainte. Le coffret, à peine visible sur l'étagère, s'est retrouvé intégré dans un système où chaque nœud sait vers quel cordon se diriger si une habitude venait à se manifester quelque part. La première vérification a eu lieu là où les nouvelles règles sont généralement enfreintes, pendant la semaine de paix après le mariage. Le soir, lorsque le bruit s'estompe dans la maison, le cousin du marié a essayé de contourner le cordon. Il n'y a pas eu de cri, pas d'objet cassé, juste un regard autorisé, sans description, celui-là même que l'on avait essayé d'insérer dans le texte la veille. La main s'est posée sur le couvercle, la clé est restée sur le crochet, mais le couvercle s'est soulevé juste assez pour permettre de retirer le mince paquet contenant les reçus de paiement de 2 commandes. Le lendemain matin, l'artisane, après avoir calculé les recettes, remarqua la disparition et ne se rendit pas dans la maison voisine pour expliquer en famille. Elle apporta une note au bureau, se plaignit officiellement et la guilde, à sa demande, prit les cartes restantes dans un sac scellé. Les gardiens vinrent et scellèrent le coffre d'un deuxième sceau afin que personne ne puisse jouer de son intérêt innocent avant l'enquête. À midi, le mont-de-piété a reçu une notification avec la liste des objets interdits à l'acceptation et la ligne de crédit a reçu une note indiquant le blocage possible de l'accès de la famille aux opérations préférentielles pendant 1 saison en cas de confirmation de l'infraction. La journée s'est déroulée sans bruit, mais avec des mouvements dans les registres. L'habitude a fait pousser un mur invisible à chaque coin de rue. L'enquête a duré exactement le temps nécessaire à la ville pour empêcher l'affaire de se transformer en mousse savonneuse. La confrérie des gardiens a vérifié les notes de la garde et confirmé la visite du cousin dans la soirée. La confrérie des mesures et des poids a constaté la disparition de 2 cartes d'après la copie de l'inventaire. La guilde a confirmé la réception des registres restants et a dressé la liste des débiteurs dont les noms avaient disparu des cahiers. Le mont-de-piété a indiqué avoir refusé d'accepter une petite somme d'une personne sans droit de disposition. Le bureau sanitaire a noté que personne n'avait touché au kit de soins. Le tableau se présentait comme un tableau. Il y avait eu ingérence, les objets de travail avaient été touchés, l'accès n'avait pas été autorisé. L'amende a été infligée sans rabais amicaux, le montant en toutes lettres à payer immédiatement, plus une restriction temporaire de la participation de la famille du contrevenant aux enchères trimestrielles et un droit différé à des crédits jusqu'à la fin de la saison. Dans le registre des crédits, une fine ligne est apparue à côté du nom de famille, non pas un stigmate d'infamie, mais un obstacle comptable. Pour une maison habituée à s'entendre entre parents,
C'est précisément cette ligne qui s'est avérée la plus douloureuse. Les dons, lors des festins, suffisent pour la soirée, mais l'accès au marché nourrit tout l'hiver. En parallèle, la Curie a fait ce pourquoi elle avait étudié pendant de nombreuses années. Elle a transformé un cas isolé en un renforcement de la structure. Dans les champs des actes de mariage conclus dans les semaines suivantes, une courte ligne a été ajoutée concernant la mention « avec inventaire » comme une action obligatoire avec indication du poids et de l'état. La Compagnie des gardiens a envoyé dans les quartiers un mémo sur le droit d'impression immédiate en cas de plainte. La Guilde des relieurs a introduit une pochette standard pour le stockage temporaire des fiches d'enregistrement avec double sceau. La Confrérie des mesures a mis à jour le tableau petit pour les kiosques et les échoppes afin que les futilités ne puissent plus jouer à l'invisibilité. Pas de drame particulier. Au lieu de décisions retentissantes, le texte a été épaissi jusqu'à une épaisseur difficile à déchirer avec les doigts. Quelques semaines plus tard, la ville a subi un autre contrôle, cette fois-ci de la part de la misère, sous laquelle on aime tant cacher les petits larcins. Tard dans la soirée, un incendie s'est déclaré dans la rangée du fond. Une épaisse fumée s'élevait des greniers, le feu ravageait les toits et le quartier s'est mis à bouillonner. Un sergent et une femme se sont précipités dans la maison de l'artisane. Le cordon du coffret a été scellé, le coffret a été bandé d'un deuxième sceau, emporté dans la cour. Une note sur le déplacement a été rédigée sur place, sous le réverbère, avec la liste de ce qui se trouvait à l'intérieur et la mention du poids du fil de corail et du peigne en os. Les voisins n'ont vu que le mouvement des mains et la brillance de la cire. Personne n'a vu le regard paniqué des proches vers le coffret. L'incendie a été maîtrisé, la maison a résisté, le coffret est retourné sur l'étagère, la mention de l'urgence a été inscrite dans le registre. Et là encore, il n'y eut pas de chanson, mais une procédure. À une époque où la tradition aime demander l'indulgence, le papier a montré qu'il savait respirer avec le malheur sans lui céder le moindre peu. La famille du marié a d'abord essayé de jouer le vieux jeu. Sur le marché, une rumeur a commencé à circuler, promettant de dire que les réserves étaient étrangères et gâchèrent les relations. Mais le panneau « Refus honorable » était accroché à la mairie, chez les marchands et les poids, et les comptoirs, où l'on compte et où l'on ne chante pas, ont réagi de la même manière à la rumeur. Ils ont reporté le crédit, demandé un acompte, consulté le registre des amendes. La légende se vend mal là où les chiffres sont écrits en lettres et où tout le monde comprend à quelle fréquence les livres sont détruits après des futilités. La famille s'est calmée. Une saison sans achat de céréales à prix réduit coûte plus cher que n'importe quel toast. Pendant ce temps, la ville a mis en place des mécanismes dont les chroniques parlent sobrement, mais dont les habitants se souviennent avec gratitude. Le rapport du médecin a été déposé sur la table du bureau. Dans le quartier, les conseils sous les fenêtres, nocturnes, ont diminué, les plaintes concernant le recomptage des biens ont chuté, les cas d'insomnie et d'évanouissement chez les femmes au foyer ont diminué. Chez les gardiens, les colonnes de la rubrique « Avertissement » sont vides. Ces chiffres ne suscitent pas d'applaudissements, mais c'est précisément pour eux que tous les cordons et les sceaux ont été fabriqués. Là où les registres sont vides, les réserves sont généralement pleines. Lorsque la saison froide est arrivée, l'artisane a apporté 2 reliures à la guilde. Un nouveau registre de la boutique de sel, propre, épais, avec des colonnes soignées, et un mince livre spirituel, reconstitué à partir des fragments de l'ancienne reliure. Le doyen de la guilde, en classant la quittance pour l'intervention passée d'un parent, passa son doigt sur la reliure et hocha la tête sans un mot. Dans une ville où les reliures tiennent les feuilles, les gens préfèrent ces gestes aux conversations. Dans la boîte de l'artisane se trouvaient les mêmes objets simples. Un peigne, des fils, des lettres, une icône, des pièces de monnaie gagnées, des aiguilles propres, une petite bouteille de liqueur.
À ceci s'ajoutait un morceau de papier, une copie du regard avec inventaire, au cas où un accord serait nécessaire pour un besoin commun. La clé était accrochée à un endroit précis, le double était chez la garante, le cachet correspondait à celui figurant sur la feuille. Toute cette géométrie grossière donnait cette régularité que les gens qui ont survécu à la famine et à la fièvre aiment tant. Un mois avant les fêtes, des rumeurs circulaient dans les maisons voisines. Avant, c'était plus simple. Ces conversations évoquaient les noms des dirigeants, les années où le sel manquait, les saisons où les navires transportant le grain s'échouaient. Mais à la mairie, près du stand des mesures et des poids, était désormais accroché un autre tableau, un bref mémo intitulé « Mythes et documents ». Il ne contenait aucune leçon, seulement des oppositions. Tout appartient au mari. À côté, les régimes de propriété, regard autorisé. À côté, l'inventaire comme action. Don au lieu d'amende. À côté, la fréquence des affaires répétées, mode étrangère. À côté, la lettre de la tante du fiancé. Appartenance rituelle. À côté, la règle d'enregistrement précoce du rituel. Besoins communs. À côté, la liste sanitaire des soins personnels. Honneur familial. À côté, l'accès au crédit et aux enchères en cas d'infraction. Le résumé ressemblait moins à une affiche qu'à une liste de contrôle de menuisier, un outil pour éviter que la maison ne craque de toutes parts. Chaque point était attaché au dossier par des numéros de page et des cachets, comme des clous, et ce sont précisément ces clous qui rendaient la vie adulte plus forte que les arguments. La fin ne s'est pas produite comme une fanfare. Elle s'est construite d'elle-même à partir de décisions humaines, chacune d'entre elles suivant un chemin pavé de réserves. La maîtresse tenait des fiches de comptabilité sans lacune, la guilde gardait un paquet prêt au cas où la maison s'effondrerait, les gardiens apposaient un cachet dès qu'ils entendaient le mot « ingérence », les comptoirs renvoyaient ceux qui tentaient d'encaisser une petite somme sans la note de la propriétaire, la ligne de crédit réduisait uniformément les privilèges des contrevenants et les leur rendait à l'expiration du délai. La famille du fiancé, rassurée après une saison de sanctions, a cessé d'envoyer des messagers et est arrivée à la conclusion qui revient souvent dans cette ville. Il est moins coûteux de respecter l'ordre que de l'expliquer à ses voisins. La parenté cachée, interne avec son propre document, s'est avérée plus forte que le bruit du marché. Si l'on regarde cette histoire avec du recul, elle est simple, une petite boîte contenant un peigne, des lettres, des fils et des pièces de monnaie est devenue le champ de bataille entre l'habitude et la formalité administrative. L'habitude s'appuyait sur des récits anciens, sur des menaces de refroidir la fête, sur des tentatives de remplacer l'amende par un cadeau, sur un regard autorisé, sans description, sur des clauses rituelles a posteriori. La forme répondait par des listes, des cachets, des balances, des amendes sans première fois, le droit des gardiens d'apposer immédiatement un cachet, la conservation des cartes par la guilde, les listes sanitaires, les restrictions de crédit, le registre des refus dignes. Au milieu, entre eux, se trouvaient les adultes, la maîtresse d'œuvre, la garante, le chef, le sergent, l'infirmier, l'archiviste. Ils ne prononçaient pas de grands discours, ils remplissaient les colonnes vides. C'est pourquoi le mythe n'a finalement pas disparu, mais a été mis de côté comme un objet usé mais parfois utile. On s'en souvient lors des fêtes pour agrémenter les toasts, mais on ne l'utilise pas quand il s'agit de la clé, du couvercle et de la liste. Les documents n'ont pas aboli les coutumes, ils les ont édulcorées, et la boîte est restée ce qu'elle devait être dans une ville où l'on prévoit l'hiver à l'avance. Une réserve silencieuse, une limite de respect et une règle permettant de mesurer avec précision où s'arrête notre et où commence mon. C'était là le dénouement. Non pas la victoire d'une famille sur une autre, mais le choix d'un mode de vie commun, sans cris nocturnes devant les portes et sans main étrangère sur votre enfant.